C'est ça qui va. Très bien. Bonjour Dalibor Friou. Bonjour. Bienvenue dans ce face-à-face ARCOP 21. Alors comme chaque après-midi, ici à la Gaîté Lyrique, on reçoit un artiste, aujourd'hui un écrivain, qui a eu l'occasion de s'interroger sur les défis climatiques actuels. Dalibor Friou, vous êtes normalien, agrégé de philosophie et vous enseignez en région parisienne. Vous connaissez le monde politique pour avoir collaboré avec des élus, mais vous avez également travaillé dans la communication institutionnelle. En 2010, vous avez coordonné et dirigé plusieurs rapports du think tank Terra Nova. Notamment, vous vous êtes penché sur les questions d'égalité homme-femme, on y reviendra, et puis sur des questions de consommation alternative. Et puis, donc, vous êtes auteur de plusieurs romans d'anticipation. Et on va particulièrement s'attarder sur ce roman Brut que vous avez publié aux éditions du Seuil et qui nous plonge dans un monde où le prix du baril de pétrole a explosé et qui nous entraîne en Norvège où les rentes pétrolières permettent d'utiliser des fonds à des fins éthiques. On va rentrer plus dans le détail de votre ouvrage. Et notamment, ce qui est très troublant à le lire aujourd'hui en décembre 2015, juste en pleine COP21 à Paris, c'est notamment les premières scènes qui ouvrent sur un attentat qui vient d'avoir lieu. Et vous nous plongez dans des publics hébétés, complètement hypnotisés par les chaînes d'information en continu. Et à le lire aujourd'hui, on a l'impression que vous aviez une sorte de prémonition. Oui, alors, j'espère que effectivement, c'était pas non plus exactement les mêmes attentats. C'était des attentats qui visaient des infrastructures pétrolières et qui expliquent pourquoi le pétrole explose au niveau du prix au début du roman, enfin, au début de la situation de l'époque où se passe le roman. Effectivement. Alors dans ce roman, vous faites vraiment une analyse assez cruelle, finalement cynique, de la façon dont nos sociétés sont construites finalement autour du pétrole et comment le discours politique s'articule tout autour. Je vais lire un petit passage qui est en début de l'ouvrage. Donc le baril de pétrole a augmenté, on commence à rentrer dans une crise où il va falloir s'en passer. Le mouvement était devenu suspect. Les attentats avaient durci les lois antiterroristes. La plupart des moteurs thermiques, voitures et avions restaient cloués au sol. Les transports collectifs bénéficièrent du triple des crédits autrefois accordés à la route. On s'avisa que la plupart des emplois pouvaient en partie être exercés à domicile, que la semaine de 4 jours était idéale pour les enfants et l'équilibre personnel, puisqu'elle permettait d'économiser des millions de barils. Donc vous faites une analyse quand même assez fine de la manière dont le discours politique finalement se calque sur un certain pragmatisme. Oui, c'est-à-dire que le pétrole, c'est le sang des sociétés. Donc il y a un sang biologique et là, il y a un sang énergétique. Et quand on parle du pétrole, on imagine tout de suite de la fumée, des pots d'échappement, des moteurs thermiques, mais le pétrole, c'est tout, c'est le mouvement, on peut dire c'est le mouvement perpétuel. C'est notre amour du mouvement, en fait, c'est un amour du pétrole caché. Parce que dès qu'on veut bouger, on utilise du pétrole. Dès qu'on veut s'amuser, on utilise du pétrole. Dès qu'on veut faire quelque chose en plastique, dès qu'on veut labourer une terre, dès qu'on veut faire pousser les plantes plus vite, on utilise du pétrole, toujours du pétrole. Les engrais sont à base de pétrole, les Playmobil, la vaisselle en plastique, tout ce qui est en plastique est à base de dérivés pétroliers. Donc le pétrole est une sorte de divinité ignorée qui est partout. Et si aujourd'hui le prix du pétrole, alors on pourrait me dire finalement c'était pas si vrai que ça puisque le pétrole a baissé aujourd'hui, même c'est un problème pour certains pays qui avaient une rente pétrolière. C'est aussi dû à cette image du plateau ondulant. Hein. Les économistes disent que le prix du pétrole en fait va atteindre un plateau, mais ce plateau va pas être linéaire, il va onduler, donc il y a toujours des petites secousses géopolitiques.
Il y a des hasards aussi géologiques. Il se trouve qu'on exploite les gaz de schiste. C'est une catastrophe environnementale. C'est absolument un crime contre l'humanité, un crime contre la nature. Mais ça fait entrer sur le marché du pétrole des millions de barils qui n'étaient pas attendus. Ça coûte moins cher. Il y a un effet d'aubaine. On sait maintenant les utiliser. Donc ça fait baisser effectivement le prix du pétrole global. Mais le pétrole conventionnel, lui, il a toujours atteint, en 2006, il a atteint son pic. C'est-à-dire il ne fait que décliner le pétrole habituel, le pétrole de la mer, le pétrole offshore, le pétrole sur terre, etc. Donc il y a aussi un contexte géopolitique, il y a un contexte aussi de crise. La Chine commence à être en crise. Donc le pétrole, il y a moins de demande. Mais globalement, ça n'est qu'une péripétie dans ce qui nous attend, c'est-à-dire un pétrole qui va devenir de toute façon une rareté et qu'on peut, à l'heure actuelle, on ne peut pas remplacer, ne serait-ce que pour la mobilité. On ne pourra pas faire décoller les avions avec le nucléaire ou le solaire. On pourra très difficilement remplacer l'extraordinaire densité explosive de cette densité chimique du gaz, du charbon, du pétrole. Parce que le pétrole, évidemment, c'est le plus commode, parce que c'est un fluide qu'on raffine un peu. Mais évidemment, le pétrole, le gaz, c'est les hydrocarbures. Mais le pétrole, c'est le plus fascinant des hydrocarbures parce que c'est le plus portatif, celui qu'on va pouvoir injecter. Comme le sang arrive dans n'importe quel point de l'organisme parce qu'il est liquide, il arrive, il est irrigué très finement partout. Le pétrole, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas mettre du gaz ou de l'hydrogène, en tout cas à l'heure actuelle, dans un moyen de locomotion personnel. Vous ne pouvez pas mettre du charbon dans une voiture. C'est trop lourd, ça dégage trop de... Alors que le pétrole, il y a un rapport entre sa compacité et sa densité énergétique qui est fascinant et qui nous fascine. Et en plus, c'est un merveilleux répertoire chimique qui permet de recréer le monde. Donc là, heureusement, on a quand même des pistes qui commencent à se dessiner sur les énergies renouvelables, hein, ce qui explique en partie la baisse du baril actuel. Mais tout de même, vous décrivez vraiment sans concession la façon dont notre quotidien est entièrement structuré par cette logique que vous venez de décrire. Je me permets de lire un autre passage qui donnera une idée de votre style également. Le quotidien, la conversation, la pensée, la politique, les désirs humains étaient à ce point restés mouillés par le fun des hydrocarbures, le beat du Global Village, que dans les pays les plus gâtés, les plus douillés, États-Unis en tête, la pénurie eut des allures d'atteinte à la démocratie, de putsch des choses contre les hommes. Contraints de parler leur langue et de demeurer sur leur terre natale, la plupart s'estimaient assignés à résidence. La mise en veilleuse des moteurs fut une arrestation générale, l'extinction des lumières la nuit, une veillée funèbre. Puisque notamment dans votre livre, évidemment, se dessinent de manière radicale finalement les différentes strates, les couches sociales qui, effectivement, il n'y a plus qu'une toute petite catégorie de gens extrêmement aisés qui peuvent se permettre des voyages et les autres sont condamnés à une certaine immobilité. Oui, c'est déjà le cas. Hein. L'avion concerne une toute petite minorité. L'avion facile, l'avion pas cher concerne une toute petite minorité de la planète. Nous en faisons quasiment un droit de l'homme, un droit à aller un week-end à Tokyo, un week-end à Rio, etc. et revenir pour le moins cher possible. Mais tout ça est une bulle, une véritable bulle qui défie les lois de l'économie, qui défie aussi la justice aussi environnementale. Nous le faisons aux dépens, évidemment, de ceux qui sont cloués au sol. Hein. La mobilité des uns se paie avec l'arrestation ou la sédentarité des autres. Donc, effectivement, il y a un lien, et qu'on ne voit pas souvent, entre pétrole et politique. Donc, il y a un chercheur américain qui a montré comment, par exemple, l'exploitation du charbon, en concentrant d'immenses masses d'ouvriers, de mineurs dans des villes minières, des villes charbonnières, a permis un rapport de force favorable aux ouvriers, aux mineurs. Ils étaient là et s'ils s'arrêtent, c'est fini. Il n'y a plus de charbon, ils détiennent leur outil.
Donc ça, c'est l'époque du charbon, c'est 19e siècle. Conquête de droits sociaux, la retraite, l'assurance maladie, etc., etc. Le repos, le dimanche. Avec le pétrole, c'est différent. Justement parce qu'il est liquide, parce que son exploitation est beaucoup plus facile, il suffit de forer, c'est beaucoup plus technique, il suffit de forer au bon endroit, vous faites venir des ingénieurs, vous mettez ensuite un puits, mais vous n'avez pas besoin de 600 gars, de 5000 gars qui sont là, logés dans des baraques en briques comme dans le Nord ou en Angleterre, pour explorer tout ça. Vous avez juste besoin d'un dispositif technique, d'un derrick ou d'une plateforme offshore qui est très pointue, très technique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu autour du pétrole la même opportunité de lever des revendications sociales. Et d'une manière générale, le pétrole est associé à la société de consommation et à des sortes de droits acquis, à une forme de puissance ou d'esclavage de la nature. Alors, on a souvent comparé, il y a des ingénieurs qui sont amusés à comparer l'équivalent esclave d'un baril de pétrole. Imaginez Louis XIV. Louis XIV avait, alors pas des esclaves, mais des serviteurs. Donc il avait des gens qui le portaient, des gens qui le tractaient, des gens qui lui faisaient à manger, etc. Donc nous, toute proportion gardée, nous vivons mieux que la plupart des rois de France en matière de chauffage, en matière de mobilité, en matière de nourriture, en matière d'information, d'accès, etc. Et ils ont essayé de calculer finalement combien d'esclaves virtuels sont contenus dans un baril de pétrole. Et si on calcule comme ça, alors je n'ai pas les chiffres, je me souviens pas exactement des chiffres, mais chacun de nous, même le smicard le plutôt modeste, a infiniment plus d'esclaves virtuels à sa disposition grâce au pétrole que les rois de France. Ça veut dire que le pétrole nous met dans une situation de toute puissance, de satisfaction de nos caprices, d'impatience aussi. Ça suscite une sorte de délire de toute puissance. Qui fait que c'est un excitant, un excitant, et c'est pas seulement de l'énergie comme ça mécanique, c'est une énergie psychique, le pétrole, et qui finalement électrise toute la société, et donc c'est une véritable drogue, effectivement. Justement, vous décrivez l'espèce d'inconscience de vivre dans une époque où il est encore prolifique. Je vous lis encore un peu pour le plaisir. Mais cette fois, le coup d'État était perpétré par la terre même accouchant de ses limites. Affolant les marchés, Black February, donc c'est votre catastrophe qui est intitulée comme ça dans votre roman, avait été le catalyseur de toutes les raretés. Toujours moins d'énergie fossile, d'eau pure et de métaux pour s'amuser et progresser. La panique, l'explosion des prix, la paralysie des véhicules imposèrent la Pax Rustica aux pays industrialisés. Une paix qui faisait la joie des esthètes réactionnaires, des philanthropes avant-gardistes, des Cassandres de tous bords, d'écologistes pleins de rancœur, de tout ce qui vivait de symboles néo-testamentaires et de rhétorique moralisatrice. Mais les foules démocratiques, hystériques, obsessionnelles, surinformées et velléitaires, tripes et sexe confits de vitesse, de plaisir cosmopolite et de publicité, n'en finissaient pas de ressasser la fin de la récréation. Oui, ce que j'appelle aussi Holiday on Oil. Hein. Donc nous sommes tous dans un grand spectacle qui s'appelle Holiday on Oil. On s'amuse à glisser sur une immense flaque d'hydrocarbures, et ça depuis maintenant 50 ans à peu près. Et ça fait envie, évidemment. C'est les Américains qui sont la tête de gondole de cette attraction. Ça fait envie à tout le monde, ça fait envie à la classe moyenne indienne, ça fait envie aux Chinois, aux Brésiliens, aux Russes. Tout le monde veut s'engouffrer là-dedans, sauf que c'est trop tard et que c'est un vrai problème. C'est pour ça que la COP21, on attend beaucoup, mais bon, je suis assez pessimiste sur le sujet. Et quel est votre avis justement sur les débats qui ont lieu actuellement au Bourget ? Ça va être extrêmement difficile, et l'Inde prévient, et elle est fondée à le faire, que son développement ne va pas s'arrêter parce que le développement des très riches doit s'arrêter, le développement des moins riches ou des pauvres peut pas s'arrêter. Or, malheureusement, c'est ainsi fait que les plus pauvres sont les plus nombreux. Et les plus riches, heureusement d'ailleurs que les plus riches sont moins nombreux, parce que c'est eux qui polluent le plus, hein, c'est eux qui ont l'empreinte écologique la plus forte. Mais les plus pauvres étant les plus nombreux et demandant
en termes de justice, un équivalent, l'équivalent de nos conditions de vie, il y a une véritable explosion sociale, il y a un drame écologique et surtout une question de justice écologique là-dedans. Donc il faudrait reconnaître notre dette écologique vis-à-vis de tous ces pays que nous avons pillés, que nous avons exploités à notre profit, nous avons tout centralisé pendant plusieurs siècles. Il faudrait leur rendre ça. Alors déjà, c'est très difficile que les pays riches restituent, de faire un calcul sur plusieurs siècles comme ça, combien on doit vraiment à l'Inde, combien on doit vraiment à l'Afrique, etc. Et alors, ce qui va être encore plus difficile, c'est de calculer jusqu'où eux ont le droit de nous rattraper. Et est-ce que, par quel processus, ils vont pouvoir se mettre leurs propres limites? Et au nom de quoi ce serait à nous de décider cette limite? Et au nom de quoi? Donc là, on essaie de faire une sorte de forum mondial, mais c'est comme l'ONU. Si le forum mondial, c'est juste se réunir dans une pièce pour constater que dans la pièce, c'est la même chose que dans la réalité, on n'est pas d'accord, eh bien chacun rentre chez soi et on reste sur le statu quo. Ce qui s'est produit globalement dans les conférences climatiques ces 20 dernières années, malheureusement. Et ce que vous montrez tout de même dans votre roman, même si c'est une fiction, c'est que l'adaptation se fera très rapidement, évidemment, de toute façon, de gré ou de force. Avec une victime de premier plan qui serait la démocratie. Parce que malheureusement, nous avons totalement identifié la démocratie et la consommation. Et nous passons notre temps à dire « Ah là là, il faut démocratiser l'accès à des biens qui ne sont eux-mêmes possibles que via des raretés ou des injustices. » Donc nous voulons démocratiser l'injustice ou donner accès au maximum de personnes à des choses injustes. Donc créer des situations et des injustices perpétuelles. Donc ça, c'est pas possible. C'est une promesse des démocraties occidentales. Toujours plus de kilowattheures, toujours plus d'appareils, toujours plus de déplacements, toujours plus de haut débit, etc. Qui ne tient pas. Qui se fait forcément aux dépens d'autres personnes. Donc le problème, c'est que la démocratie, identifiée à la consommation de masse, ne peut pas tenir. Donc il faudrait trouver la formule d'une démocratie, on ne va pas dire punitive, une démocratie sobre, comme elle commence à s'inventer. Ce n'est pas que pessimiste, mais localement. Mais au niveau national, on est incapable de repenser, les hommes politiques sont incapables d'arrêter de promettre monts et merveilles. En disant mais oui, mais bon, ça va être un peu difficile, mais vous allez voir, on va s'arranger, ça va être plus convivial, plus ceci, plus cela. Non, ça va être difficile parce que on est rattrapé par le réel. On est rattrapé par la géologie, on est rattrapé par la biologie, on est rattrapé par les 3/4 de la population qui, tout à coup, nous rattrapent, font les choses mieux que nous. On pensait faire un partage des tâches, nous l'intelligence, nous le cerveau, eux les mains. Non, les Chinois, les Indiens savent très très bien et sauront de mieux en mieux faire des téléphones portables, de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, des scanners. Ils ne sont pas d'accord avec cette répartition un peu condescendante et paternaliste qu'on voudrait faire. Nous, on serait l'économie de la connaissance et eux, ce seraient des sous-traitants ou l'atelier du monde. Non, ça n'a jamais été comme ça. C'est une sorte de Yalta économique qu'on voudrait imposer, mais qui n'existera pas. Dalibor Friou, dans la vraie vie, vous avez eu l'occasion de côtoyer des élus, des hommes politiques, et votre fiction semble justement montrer que la politique telle qu'on la pratique aujourd'hui est totalement archaïque par rapport au monde qui se profile. Ah oui, bien sûr. Tout simplement, et ça, des gens bien plus informés que moi l'ont dit, tout simplement parce qu'on n'intègre pas la nature, parce qu'on n'intègre pas la population mondiale. Et la politique reste engluée dans la nostalgie des 30 Glorieuses, c'est-à-dire un délire de
de revendications, de dédommagement, de compensation, tout à fait compréhensible après la Seconde Guerre mondiale où on a manqué de viande, on a eu froid, on a été humilié, les Français évidemment en premier lieu, mais tout le monde a souffert énormément. Donc cette explosion de consommation d'énergie, de viande, d'espace, de mobilité, etc., tout à fait réjouissante en soi, et moi j'y participe comme les autres, n'est pas tenable politiquement, ni géologiquement, ni moralement d'ailleurs, de moins en moins. Et ça commence à se voir parce qu'on commence à toucher les limites. Et on est incapable, le problème c'est qu'on est même incapable de s'auto-limiter. Et quand même les pauvres, entre guillemets, les plus moins riches que nous en tout cas, nous offrent le moyen, ou se proposent eux-mêmes de s'auto-limiter. Je pense à l'Équateur qui propose aux pays riches de le payer pour la non-exploitation de gisements de pétrole au cœur d'un paradis de biodiversité. Ils ont toute une réserve naturelle extraordinaire. Eh bien, ça ne récolte aucune approbation au niveau mondial. Parce que, des pauvres qui voudraient faire des leçons de morale aux riches. Non, les leçons de morale, c'est pour les riches. Ce n'est pas les pauvres qui vont nous apprendre. Donc on est même incapable d'encourager les plus modestes à trouver une autre voie. Donc là, en disant, mais non, on ne voudra pas d'argent pour le non-baril, la non-exploitation de votre... brûlez comme tout le monde, faites comme tout le monde, soyez responsables. Après tout, vous le méritez, vous êtes pauvres, enrichissez-vous comme tout le monde. Tant qu'on restera sur cette logique linéaire où tout le monde doit accéder par les mêmes voies au bonheur et où on se sent même coupable d'empêcher les autres, qu'on n'inventera pas une troisième voie ou une quatrième voie, bien ça ne marchera pas. Ou ça marchera que localement. Il y aura des gens intelligents qui, ville par ville ou quartier par quartier, vont s'organiser. Le problème, c'est que les États, les multinationales, n'arrivent pas du tout à changer d'imaginaire. Mais là, comme vous dites, on commence à voir de manière très précise, on a une conscience de plus en plus aiguë de ces limites, et vous ne voyez pas des pistes qui se dessinent quand même pour réformer cette politique ? Mais des milliers de pistes, sauf qu'elles sont toujours, et on espère que ça va coaguler, que ça va monter au sommet de la pyramide, mais l'imaginaire politique, l'imaginaire diplomatique, l'imaginaire géopolitique, il reste celui de la puissance. Un État doit être puissant. Et qu'est-ce que c'est que la puissance ? C'est la finance, c'est l'énergie, c'est les capacités d'innovation technologique. Là, vous avez déjà une voie qui nous est proposée, c'est la géo-ingénierie. Il y a un problème avec le climat. Il va faire chaud, le CO2, pas grave. On va développer des techniques incroyables qui vont corriger ça. On va envoyer des produits dans l'atmosphère, on va envoyer du fer dans l'océan, ça va coûter très cher, ça va polluer, ça va tout détraquer. Mais on va faire baisser la température. On va faire baisser un petit peu la température. Évidemment, ça va créer plein d'effets secondaires épouvantables, mais ce sera au moins autre chose. On changera de maladie. On ne guérira pas, mais on changera de maladie. Et ça coûtera très cher, mais ça encouragera l'innovation. Donc, tant qu'on est là, que c'est forcément l'innovation technologique et puis surtout la grande innovation très chère, avec un plan quinquennal, avec des milliards de milliards au niveau national, avec une compétition entre les pays si possible, ce sera difficile. Alors qu'effectivement, il y a plein de gens qui font de l'innovation sociale, où on part de l'idée que ce qu'on a déjà, c'est beaucoup, c'est même trop. Donc il faut le partager grâce au numérique. Il faut réutiliser, recycler, ressourcer, etc. Tous les R qu'on utilise. Et comme le dit très bien Daniel Cohen, le meilleur du numérique, on est ici à la Gaîté Lyrique, un des temples du numérique, le meilleur du numérique, c'est d'apprendre à gérer, à reconnaître d'abord le trop-plein de la société de consommation, et ensuite l'apprendre à le gérer. Une voiture reste immobilisée 95% du temps. Eh bien, tant mieux, je vais la louer 30%, 40% du temps où normalement elle est immobile, je m'en sers ni pour aller en vacances ni pour aller au travail, je la loue. Même chose pour ma perceuse, même chose pour mon canapé, même chose. Donc c'est très bien. Ça, on a des technologies aujourd'hui qui permettent de mettre en contact
l'offre et la demande sur des choses qui avant n'arrivaient même pas à être nommées et répertoriées. Le temps de disponibilité de ma voiture, le temps de disponibilité de ma perceuse, le temps, mes compétences, j'échange un cours d'anglais contre un cours de piano, etc. Donc ça va se faire. Mais ça veut dire qu'il faut raisonner maintenant à puissance, à bien constant, pas essayer de se dire il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, il faut gérer de plus en plus intelligemment ce qu'on a et même à la faveur de cette gestion intelligente, faire décroître. Parce que finalement, quand on a une perceuse et qu'il suffit de la louer au voisin, on n'en a plus besoin pour soi-même. Donc il suffit qu'il y ait une perceuse ou une machine à laver à l'étage du bâtiment où on habite. Alors évidemment, les fabricants de perceuses et les fabricants de machines à laver ne vont pas être contents, mais ils trouveront autre chose. Ils trouveront un service après-vente, un entretien, des pièces détachées. Maintenant, certains le font. Et contre justement cette tentation des apprentis sorciers de la géo-ingénierie, de vouloir utiliser la planète comme un laboratoire et de lutter contre les dégâts de la technologie avec encore plus de technologie, est-ce que vous pensez que la fiction, le fait d'écrire des romans est une arme? Est-ce que l'artiste a un rôle à jouer dans cette perception? Alors une arme, je suis pacifiste, donc je dirais plutôt un outil. Un outil, j'espère. J'espère parce qu'effectivement, toutes les catastrophes ont déjà été imaginées. Les pires extrémités, la fin du pétrole, l'effondrement des démocraties, ça a déjà été imaginé. Donc si ça peut servir de prophétie non réalisatrice, anti-réalisatrice, c'est bien, on se fait peur. Et on se fait tellement peur, c'est un peu la thématique de Jean-Pierre Dupuis quand il parle du catastrophisme éclairé. Il faut que nous ayons une conscience aiguë, littéraire, cinématographique, poétique, visuelle de la catastrophe qui se profile éventuellement pour l'éviter. D'un côté, on a une jouissance esthétique. Ah, c'est bien, on va voir un beau film avec des catastrophes partout. Ah, mais quand même, on n'aimerait pas que ça nous arrive. Donc on n'est pas non plus des Nérons, on ne va pas vraiment brûler Rome pour dire ah quel beau spectacle. On n'est pas des esthètes non plus à ce point pervers. Mais effectivement, il peut y avoir une prise de conscience par l'imaginaire, par l'imagination. Et ça aide. Il peut y avoir des images, des mots, des fictions qui peuvent aider à ça. En banalisant déjà. Alors, qu'est-ce que peut faire un romancier? C'est tout simplement montrer comment certaines vérités scientifiques, par exemple le prix du pétrole, moi ce que j'ai fait un petit peu, une probabilité économique ou scientifique, peut créer, tout ce qu'elle peut créer, peut avoir comme conséquence fine sur la façon de s'aimer, la façon de s'amuser, la façon de se déplacer, la façon de penser, la façon de vivre avec la nature, etc., que les gens n'imaginent pas forcément quand ils voient juste un chiffre. Ah oui, tout de même, le pétrole, l'électricité ou le pétrole qui augmente de 30%, c'est gênant. Oui, mais vous ne savez pas jusqu'à quel point c'est gênant, et on va vous le raconter dans vos amours, on va le raconter avec vos enfants, on va vous le raconter avec votre travail. Et effectivement, il faut que tout ça soit mis en récit. Et il peut y avoir un véritable effet démultiplicateur. Autre point justement que vous abordez avec votre fiction, votre dernier roman qui est intitulé Incident voyageur, qui lui va plus explorer la question d'une démographie proliférante. Oui, alors ça, c'est un autre aspect. Autant dans le premier roman, je m'intéressais à la question d'énergie, à l'ébriété énergétique, comme on dit, le délire énergétique qui est aussi un délire démocratique, une promesse d'abondance perpétuelle. Autant là, entre d'autres thèmes, j'ai voulu aborder un sujet moins consensuel en tout cas, qui est celui de la démographie, c'est-à-dire certes, nous consommons trop. Alors ça, c'est pas bien, on en a parlé, il faut répartir, il faut partager, il faut être plus intelligent, plus efficient, etc. Mais est-ce que par ailleurs, et ça, les questions sont posées de façon beaucoup plus directe, notamment dans les pays africains, aux États-Unis ou au niveau de l'ONU, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un problème dans notre incapacité à
là aussi, c'est un délire de puissance, à se dire, bon, ben, c'est bon, nous sommes assez nombreux, il va vraiment falloir arrêter non pas de procréer, non pas mais de viser le maximum d'humains sur Terre. Alors ça, tout de suite, quand on est en France, quand on parle de ça, on pense au nazisme, on pense à l'euthanasie, on pense au tri, etc. En Afrique, pas du tout. Vous avez des pays où il n'y a pas de tabou. C'est une vraie plaie. Les familles avec 7 enfants, 9 enfants, 10 enfants, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc il faut apprendre à ces femmes africaines, et ce n'est pas des Occidentaux qui viennent leur dire ils sont entre eux, il n'y a pas de paternalisme, c'est une vraie catastrophe, la surpopulation, ils ne savent pas gérer ça. Et une famille qui a 7 enfants ou plus, et on a montré même des études où les hommes rêvent, le nombre idéal d'enfants, notamment en Afrique, pour des hommes c'est 13, dans l'Afrique subsaharienne. Bon, là, la moyenne, c'est plutôt, dans les pays les plus fertiles, c'est plutôt 6 ou 7. Et c'est une catastrophe pour ces pays. Et ce n'est pas les Occidentaux qui le disent, c'est eux-mêmes. Aux États-Unis ou à l'ONU, il y a vraiment aussi une problématique démographique. Alors, dans le roman, je reviens à Paris et je parle du RER. Alors nous avons la chance d'être dans le pays le moins densément peuplé d'Europe. Si vous allez en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus peuplé. Ça se voit moins parce qu'ils n'ont pas inventé un truc comme Paris ou l'Île-de-France où il y a 20% de la population qui s'entasse. Ça se voit moins, c'est fait de façon plus souple. Nous avons de grands déserts. Hein, le centre de la France, il n'y a quasiment personne. Et puis, cette énorme conurbation, mégalopole de Paris et région parisienne. Avec cette ligne délirante qui rivalise avec les transports indiens et les transports chinois, qui s'appelle le RER A, où se déroule donc l'action du roman. Et effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose une atteinte à la dignité humaine, d'entasser, en fait, de forcer finalement les gens à se concentrer, s'entasser dans des bétaillères, que c'est véritablement un crime esthétique, un crime éthique qui est quotidien et qui peut aboutir à la plus grande violence symbolique. Donc c'est un des thèmes. Alors l'autre thème, c'est aussi l'emploi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un chômeur qui est pris dans cette alors, il faut peut-être dire exactement, l'histoire du livre, elle est simple, c'est un huis clos perpétuel dans le RER A, ils sont 2000 dans la rame, pour l'éternité. Donc, alors, il n'y a pas de problème d'alimentation, ça c'est de l'anticipation. On laisse les lecteurs découvrir pourquoi et comment. Voilà. Mais ils sont enfermés, il faut cohabiter à 2000, évidemment, ils sont complètement compressés les uns sur les autres. Et comment est-ce qu'on fait? Alors, on peut dire que c'est l'équivalent d'une crise de panique de quelqu'un pendant un quart d'heure où il est bloqué effectivement entre deux stations et il se demande quand est-ce que ça va continuer à avancer, tout ce qui pourrait se passer si. Donc là, il se trouve qu'on les suit les 2 premières années dans cette rame de RER A. Et on voit comment ils arrivent à vivre. Il y a aussi une question de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un chômeur là, et j'imagine une société où finalement tout est géré par les 20% les plus diplômés de la société, et les 80% restants, soit ils sont chômeurs, soit ils sont allocataires de quelque chose, soit ils n'ont pas de raison d'être véritable, ils ont des bribes d'emploi, des bribes de travail, mais la société telle qu'elle se présente va pas dans un sens très très différent. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Donc l'économie numérique notamment, dont on attend beaucoup, a tendance à privilégier d'un côté les plus malins, les plus diplômés, les plus rapides, qui vont s'enfermer dans des plateformes avec des ordinateurs, avec du haut débit, et inventer plein de modèles très rentables. Et puis à côté, tout en bas, des gens qui vont quand même tenir les portes, livrer les pizzas, conduire les taxis, nettoyer les rues, parce que là, on ne peut pas se passer de la présence humaine, qui vont être payés le moins possible, avoir des contrats les plus émiettés possibles. Et entre les deux, l'ouvrier classique, l'employé classique, le vendeur classique, tous ces gens-là, petit à petit, sont éliminés. Donc il y a un énorme trou au milieu qui fait que
on a du chômage. Ou alors, si ce n'est pas du chômage, parce qu'on dit souvent, oui, la France est au chômage, allez en Allemagne, oui, les gens ne sont pas au chômage, ils gagnent 400 euros par mois. Ils ne sont pas au chômage, hein. Ils gagnent 400 euros par mois à faire ce qu'on appelle des mini-jobs. Donc, ce n'est pas du chômage, mais c'est du sous-emploi. Donc, soit c'est le chômage, et là, c'est terrible le chômage, soit c'est le sous-emploi et la pauvreté par le travail, donc les working poor. Donc ça, c'est pas beaucoup plus enviable. Je préfère à la rigueur une société qui assume son chômage, un vrai problème de société qui est le chômage, plus qu'une société qui cache la poussière sous le tapis en disant mais non, 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 regardez, nous on n'a pas du tout de chômage. Par contre, on a des gens qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. C'est peut-être plus insultant encore de travailler et de ne pas arriver à vivre de son travail que d'avoir un revenu d'aide sociale du chômage tout en attendant un vrai travail. Donc, de savoir si ce qui est pire, est-ce que c'est d'être exploité ou de ne pas être exploité. Voilà. Alors pour revenir à votre thèse concernant la démographie mondiale, ça rejoint un peu les idées de Peter Sloterdijk avec ce fameux texte Règles pour un parc humain qui justement avait soulevé un tollé, puisqu'en gros, pour résumer un petit peu sa thèse, c'est de dire avec des ressources limitées et une croissance démographique qui continue sa courbe pour cibler plus grosso modo les 9 milliards en 2050. Mathématiquement, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Donc, ne pas choisir de toucher à cette courbe démographique, donc d'utiliser des contraceptions, tout simplement. C'est-à-dire, c'est toujours, en gros, des blancs riches qui vont prendre le pouvoir sur des pauvres non blancs, disons, pour caricaturer, mais qu'en fait, de ne pas choisir, c'est en fait faire ce choix. C'est-à-dire que mécaniquement, on va arriver à ces conclusions. Donc, ça a suscité un tollé quand il a développé ses hypothèses. En effet, on l'a traité de nazi, etc. Mais on dirait qu'il y a ce tabou vraiment de proposer simplement de la contraception à des pays qui n'ont pas forcément un accès facilité à ce type de choses. Et on sait qu'il y a eu des études aussi où on a proposé des contraceptions aux femmes à part, c'est-à-dire que leur mari n'était pas informé, elles avaient déjà 1 ou 2 enfants et on leur disait bon, si vous voulez, ça peut s'arrêter là. Et si le mari n'était pas au courant, si elles n'étaient pas soumises à la pression sociale, elles acceptaient très volontiers. Donc il y a quand même des possibilités tout de même d'envisager, mais c'est un tabou. Oui, c'est un tabou, mais parce qu'il y a le nazisme, c'est un tabou qui a de bonnes raisons d'être un tabou, ça c'est sûr. Mais dans la manière. Dans plein de pays, ça n'est pas un tabou parce que c'est un vrai problème et qu'ils ne peuvent pas gérer leur explosion démographique. Au Nigeria ou ailleurs, c'est un véritable cauchemar. On ne sait pas quoi faire de la population croît beaucoup trop vite par rapport aux infrastructures, Mais de toute façon, tout ça, comme vous dites, se règle d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand vous réduisez l'aide au développement, quand les pays riches réduisent l'aide au développement ou l'aide effectivement à la contraception, l'aide médicale, c'est une façon de dire, mais de toute façon, on va laisser mourir les gens. Quand vous envahissez des pays et que vous faites un embargo qui crée 1 million de morts dans tel ou tel pays, c'est une façon aussi de réduire la population. Donc c'est extrêmement sauvage, c'est extrêmement détourné. Comme disait un ancien directeur du FMI, dès 11 septembre, par manque d'eau, dès 11 septembre, par manque de vaccination, par manque... il y en a tous les jours. En nombre de victimes. Et en nombre de victimes. Donc ça ne s'affiche pas, c'est tout à fait dilué. Silencieux et non médiatisé. C'est dilué, mais il y a une forme de laisser faire, fait que plein de gens qui pourraient vivre, on ne les aide pas à vivre. Alors que ce qu'on devrait faire, c'est effectivement déjà réduire le nombre d'enfants voulus, souhaités, et changer l'imaginaire. Par exemple, on est en France, je trouve que 70 millions de personnes dans un pays comme la France, c'est très bien. Il y a encore plein de coins de France où ils sont sauvages. Pourquoi dépasser Donc on devrait par exemple réduire les politiques. Là, on a des allocations à partir du 2e ou du 3e enfant. Héritage, ça plein d'historiens l'ont montré, d'une époque où il fallait opposer des millions de poitrines françaises à des millions de poitrines allemandes. Bon, aujourd'hui, c'est pas la poitrine, c'est le nombre de pantins qu'on va mettre sur les frontières qui vont changer les choses. On n'est plus en guerre contre l'Allemagne. Donc il y a tout un imaginaire toujours de la puissance démographique. Il faut être nombreux pour peser. Non, pas forcément. Il y a des pays
La France, par exemple, 70 millions d'habitants, on pèse beaucoup plus que notre poids démographique. Par rapport à on a un PIB supérieur par rapport à l'Inde ou par rapport à d'autres. Donc la population ne fait pas tout et elle est plutôt un handicap. Mais cette idée, cette question de la démographie reste effectivement un tabou. C'est comme le grand oublié, chaque fois qu'on veut répondre à la question de comment nourrir la planète, on commence par exposer cette courbe démographique en disant 9 milliards d'humains en 2050, comme si elle était intangible. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en plus, toutes ces prévisions sont très vacillantes. L'Afrique, la population africaine se développe beaucoup plus que ce qu'on ne pensait, parce que c'est l'imaginaire de la famille nombreuse reste enraciné dans ces pays-là, pour plein de bonnes raisons aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas d'assurance, parce que avoir des enfants, il y a une mortalité infantile, donc il faut avoir plusieurs enfants pour être sûr qu'ils vont survivre. Il faut avoir des enfants pour qu'ils s'occupent des parents quand ils seront devenus vieux. Donc il y a plein de raisons sociales, politiques à ça. Mais si on ne fait rien en amont, effectivement, les gens vous désireront toujours d'avoir une famille nombreuse qui ne sera pas l'idéal ni pour les enfants, ni pour les parents, ni pour la société, ni pour la nature. Donc, c'est pas quelque chose de souhaitable. On dit souvent, mais non, c'est pas le nombre d'hommes. Il faut pas moins d'humains, il faut moins de consommateurs. Alors, c'est très très beau sur le principe, sauf que c'est très mal parti. Vous avez, à l'heure où l'on parle, des millions et des dizaines de millions d'Indiens, de Chinois, de Brésiliens qui regardent des séries américaines. C'est leur imaginaire. Et on ne va pas les priver de ça. On leur montre des gens qui roulent dans des grosses voitures, il y a du soleil, ils font des milliers de kilomètres, ils prennent l'avion, ils ont une télé par pièce, ils ont des télécommandes, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones portables, etc. Et on va leur dire, attendez-vous, vous êtes trop nombreux pour ça. Non. Là, actuellement, les Chinois, les Indiens, les Africains qui naissent sont, et légitimement, de futurs consommateurs et vont prétendre à une consommation égale à la nôtre, et qui sera là pour les en empêcher? Donc actuellement, on n'a pas d'imaginaire de substitution à ça. Donc les générations d'Indiens, les générations de ceux qui vont prendre le relais véritablement de l'humanité, l'Asie, hein, un homme sur 6 sera indien ou est déjà indien. Ces gens-là voudront aussi et très légitimement consommer. Donc c'est faux de dire que oui, bon, c'est pas le problème du nombre d'humains, c'est le problème du nombre de consommateurs. La consommation reste l'imaginaire le plus partagé. On l'a mondialisé, cet imaginaire, et on pourra très difficilement en changer. Précisément, Dalibor Friot, au-delà de la fiction, vous avez aussi travaillé donc, sur des questions plus concrètes, notamment avec Terra Nova. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer un peu quel est le but un peu de ce groupe, et vous avez travaillé sur les questions de consommation alternative. Oui, alors Terra Nova est un think tank, comme on dit, un cercle de réflexion en français, proche de la gauche, qui a été très actif, qui existe toujours, mais qui a été surtout actif pour préparer la campagne présidentielle de 2012. Et là, il y a eu plein de rapports, et j'ai coordonné un rapport concernant la consommation, les consommations alternatives, et un rapport sur l'égalité homme-femme en impliquant les hommes. Donc la consommation alternative, on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait justement réinventer l'abondance. Il ne s'agit pas de se dire on va passer de l'abondance joyeuse à la sobriété triste, on était des rigolus, on va devenir des tristus. C'est pas spécialement ça, on est malheureusement très tristus tout en étant dans l'abondance. Tout le monde sait qu'au-delà d'un certain seuil, il y a une courbe de rendement décroissant, hein, donc les premiers milliers d'euros nous rendent plus heureux, plus épanouis, mais qu'après, comme tous les objets, les premiers objets nous rendent heureux et épanouis, après, ça devient une utilité, l'utilité marginale devient extrêmement faible. Par contre, le coût écologique et social reste le même. Donc, il ne s'agit pas de dire aux gens qu'il faut renoncer à
à l'abondance, il faut la mutualiser, trouver d'autres formes d'innovation, innovation sociale, le partage, le recyclage, le temps libre aussi. Il faut enfin tenir la grande promesse du machinisme qui était de nous offrir du temps. Alors c'est vrai à l'échelle de la vie, nous n'avons jamais été aussi libres, nous n'avons jamais eu autant de temps libre à l'échelle de la vie. Néanmoins, en tout cas en France, ce temps libre, il est aux deux extrémités de la vie. On a beaucoup de temps quand on est étudiant, quand on est à l'école, etc., pour se cultiver, se former, etc. Mais il y a cette période maudite, entre, disons, 25-30 ans et 55-60 ans, où là, on est pressé, donc c'est quand même la moitié de la vie. Il y a ce que certains sociologues ont appelé du temps complet subi. On parle souvent du temps partiel subi. Il faudrait aussi parler du temps complet, du temps plein subi. Plein de gens, y compris des gens très qualifiés, qui gagnent beaucoup d'argent, aimeraient travailler moins. Mais il y a certains, apparemment, on a l'impression que plus on est qualifié, plus il faut entièrement être englouti par son travail. Non, il y a plein à la Commission européenne ou dans d'autres pays, au Danemark, vous avez des cadres, vous avez des directeurs, des sous-directeurs de très grosses entreprises qui travaillent, surtout des femmes encore, mais qui vont travailler à 80%. Mais elles ont c'est pas un hobby, c'est un vrai travail, mais à 80%, ou qui vont avoir droit à des... Donc se créer comme ça une richesse, une vraie richesse qui est celle du temps. Et ça ne coûte rien à la planète, et c'est au contraire, ça produit des gens beaucoup plus sereins, des familles, d'un environnement, et ça coûte pas si cher que ça à organiser. C'est une question de volonté politique. Et ça crée même une demande de loisirs aussi, donc... Oui, si on veut voir même du point de vue économique, le loisir des uns, c'est le travail des autres, mais on n'est pas obligé non plus d'aller tout de suite, dès qu'on est sorti du travail, d'aller acheter quelque chose ou consommer du loisir. On peut rester chez soi, on peut profiter, être même autoproducteur, produire soi-même sa nourriture, ses divertissements. Et justement, pour ce rapport homme-femme vu par les hommes ? Alors ça, c'est une autre question. En France, on a tendance à promouvoir le féminisme à la française, classique, a tendance à jalouser les hommes, à dire que les femmes devraient être des hommes comme les autres. C'est-à-dire que les hommes seraient en possession d'un paradis. Le pouvoir, l'argent, la célébrité, la puissance, etc. Et qu'ils interdisent à la plupart des femmes d'y entrer par plein de bonnes raisons. Fais un enfant, ne fais pas d'études, ou le mépris aussi, ou les ascenseurs de verre, arrête de progresser, etc. Or, c'est en partie vrai, évidemment, qu'il y a énormément d'avantages dans la plupart des milieux à être un homme. Et plus on monte dans le pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel, plus il y a intérêt, effectivement, à être un homme. Il n'y a qu'à voir le nombre d'hommes. Regardez la magistrature. 80% des élèves qui entrent dans l'École nationale de la magistrature sont des femmes. Vous regardez le haut de la pyramide, vous avez 80% d'hommes qui sont les plus hauts responsables de la justice, comme par hasard. Même chose à l'université, même chose dans d'autres secteurs où le départ est féminin, très féminisé, dans l'enseignement aussi. Vous avez qu'à regarder le nombre de femmes qui enseignent à l'école maternelle et le nombre de femmes qui enseignent comme professeurs d'université. Donc là vous avez le paradoxe. Donc notre idée, c'était de dire, et c'est une approche qui, encore une fois, est tout à fait banale au Canada, au Québec, en Allemagne ou aux États-Unis, c'est de dire que d'abord, les hommes ne vivent pas un paradis. Être un homme, ça a plein d'avantages et ça a plein d'inconvénients. Les hommes ont une espérance de vie inférieure de 7 ans à celle des femmes, et ça se résorbe très 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 lentement. J'avais calculé ça, il faudrait plusieurs centaines d'années au rythme où l'on va pour que l'espérance de vie des hommes soit égale à celle des femmes. Les hommes sont poussés à prendre des risques dans leur jeunesse, sont poussés à travailler, sont poussés, etc. On ne va pas les plaindre, peut-être qu'ils le choisissent-ils eux-mêmes, mais il y a aussi une pression culturelle. Il y a un format de la virilité qui fait que l'homme doit faire ceci, faire cela, prendre des risques, être dans une situation de stress, ne pas exprimer ses émotions, donc par exemple se suicider. Les 3/4 des suicides, ce sont des hommes qui se suicident, ce ne sont pas des femmes. Et les femmes vont plus parler, vont plus médiatiser leur souffrance. Les hommes sont là, on va avoir honte
de souffrir, honte d'échouer, honte d'avoir mal, et vont se supprimer. Donc, ce qui fait que les 3/4 des gens qui se suicident c'est presque un hobby masculin. Donc, très bien d'être un homme. L'argent, la gloire, etc., beaucoup de souffrance à côté. Donc, si vous changez les conditions même de la réussite, et vous arrêtez de dire que les conditions de la réussite, c'est forcément des conditions masculines, vous dites qu'il faut enlever toute considération de sexe dans la réussite, ben vous commencez à dire, les hommes, pourquoi ils ne feraient pas aussi du temps partiel? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occuperaient pas de leurs enfants, etc. Ce qui fait qu'on crée un idéal de réussite qui n'est pas le monopole des hommes, mais qui serait ouvert à la famille, ouvert au temps libre, ouvert à la formation continue tout au long de la vie, etc., et qui concernerait indifféremment ni homme ni femme, mais toute personne chargée de famille. Moi, je suis même contre l'idée, dans certains contextes, de parler d'homme ou de femme. Il y a des gens qui ont une charge de famille et il y a des gens qui n'ont pas de charge de famille. Et il n'y a pas de différence à faire entre un père et une mère. Donc, il faut arrêter de parler des femmes ou des mères et des pères, il faut parler de gens en charge de famille. C'est ça la grosse différence. Et à partir de là, on dira, vous êtes en charge de famille, peu importe que vous soyez un père ou une mère, vous avez droit à ça ou ça, et la société va vous permettre de vous occuper. Donc, c'était vraiment impliquer les hommes en leur montrant que leur condition a des avantages, en fait, il y a beaucoup de souffrance derrière, donc elle ne doit pas être aussi enviée qu'elle l'est. Hein. La réussite au masculin, c'est une réussite de mutilée, une réussite acide qui coûte cher aux hommes et à la société. Et on n'a pas à la promouvoir, on n'a pas à la rendre accessible à tous, parce que c'est un poison. Et un poison, on n'a pas à en garantir l'accès à tous. Donc là, actuellement, Dalibor Friou, on est en plein milieu de cette fameuse COP21. Est-ce que vous avez un espoir qu'il sorte des conclusions encourageantes? Je connais un petit peu la réponse, parce que pour vous lire, votre lucidité est vraiment implacable. Non, mais aucun, parce que il y a trop de problèmes, on en a parlé, de justice cosmopolitique à l'échelle des siècles. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop biaisé par ne serait-ce que les sponsors de cette merveilleuse COP21 qui n'existerait pas, c'est quand même formidable. Il s'agit d'un enjeu crucial pour l'humanité tout entière et les États n'arrivent pas à trouver l'argent eux-mêmes. Il faut aller demander de l'argent à des gens aussi vertueux que les pétroliers, les chimistes, etc., qui sont quand même les premiers pollueurs de la planète, même si, encore une fois, nous en profitons tous, mais c'est quand même un paradoxe, pour boucler cette COP21, avoir des locaux, avoir des sièges chauffés, avoir de la nourriture. C'est eux qui payent la nourriture végétarienne qu'il y a, soi-disant, dans ces circonstances-là. Donc déjà, il y a quelque chose très en amont qui est tordu. Ils ont voulu inclure Total et puis ils ont freiné juste avant. Voilà. Donc déjà pour ces raisons-là, des raisons même structurelles, beaucoup de gens de toute façon ne croient pas à cette forme de résolution. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs maintenant, c'est un peu ce qu'on fait nous, hein, on mobilise des artistes, mais vous avez des maires des plus grandes villes de la planète qui se réunissent aussi en disant qu'il y a plein de choses qui ne doivent plus être du ressort des chefs d'État. Le chef d'État, regardez le pauvre Barack Obama, il ne peut rien faire. Il est là, il peut même pas interdire les armes chez lui. Alors vous allez penser qu'il peut aller interdire ou ne serait-ce que diminuer l'empreinte écologique de ses compatriotes. À moins de jouer à la marge, c'est quasiment impossible. En plus, il a une majorité politique qui est contre lui, qui ne votera jamais ce qu'il pourra signer. Il le dit lui-même. Vous avez plein de problèmes de rattrapage en Inde ou en Chine qui font que le discours n'est pas audible tel quel. Donc ça va être les grandes villes, ça va être vraiment là où les choses sont vécues, non pas seulement pensées et controversées. Ça va être vraiment problème dans les quartiers, dans les associations, dans les écoles, que des solutions sont déjà trouvées ou vont être trouvées. Et les circuits alternatifs, tout le monde maintenant en est preneur. Mais
Je ne pense pas que le niveau étatique soit le bon. Je ne le pensais pas. Et de toute façon, les 20 dernières années, hein, depuis Rio, c'était en 92, si je ne me trompe, ça n'a quasiment servi à rien, si ce n'est à banaliser l'idée qu'il y avait un problème. Mais on n'a pas du tout trouvé la solution. Un horizon assez sombre. Peut-être dans le public, il y a des personnes qui veulent poser une question à Dalibor Friot. Sinon, je... Ah, très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, j'ai une question. La question rapide, elle est la suivante. J'ai un trou alors que je pensais, je savais déjà la question que je voulais vous dire. Donc, je vais vous donner un exemple. Après, la question va revenir. Il y a 2-3 semaines, il y avait 3 policiers dans la rue, 2 hommes et une femme. Et la femme policière est tombée malade, elle a été courbée, et un des policiers l'a ramenée un peu plus loin de la rue, du quartier. En fait, ils faisaient, je sais pas, ils étaient là pour... Et je vais vers eux, je leur dis qu'est-ce qui lui arrive, elle est enceinte. Il dit non, il m'a cité une maladie, quelconque, je sais plus c'était laquelle. Et je lui dis mais vous êtes des policiers, vous représentez la justice. Votre collègue, elle est malade à cause de la malbouffe et de la pollution. Et je lui dis pourquoi votre travail, ce serait plutôt de mettre en prison tous les gens qui inventent ce genre de produits qui détruisent en fait la santé humaine. Et ils m'ont dit en fait c'est pas leur travail, leur travail c'est les petites choses. Je dis mais la justice elle est faite pour ça. Donc est-ce que vous pensez pas que la COP 21, comme le mariage pour tous, comme d'autres choses, n'est pas l'échec de la justice, car l'homosexualité elle est libre et il y a toutes les lois en France pour permettre aux hommes de se marier, de vivre ensemble, ou aux femmes, comme vous parliez tout à l'heure, aux femmes de pouvoir travailler et aux hommes de pouvoir faire des mi-temps et autres. Toutes les lois sont sur place, sont en place. Il suffit que la justice les mette en pratique. Donc, est-ce que tout ce temps perdu de conférences entre la COP 21, le mariage pour tous, l'égalité homme-femme, ce n'est pas quelque chose pour mettre le peuple en loisir et mettre des discussions sans fin et un échec de la justice, car la justice ne fait pas son travail. Si on en arrive à discuter de ça, c'est que la justice ne fait pas son travail, car elle est là pour protéger le peuple, les citoyens. Alors oui, vaste sujet, hein, vous remuez beaucoup de choses. La justice, le problème c'est que effectivement d'abord les policiers sont sur la voie publique. Ils vont pas arrêter McDonald's, ils vont pas fermer le temple de la malbouffe comme ça. Voilà. Alors il faudrait, on est dans un état de droit, il faudrait des preuves. Mais bon, il n'est pas. Et c'est toujours la liberté de chacun. Tant qu'il n'y a pas de plutonium dans les salades de McDonald's, on ne peut pas fermer des établissements qui vendent des produits sains, en tout cas biologiquement et sains. Problème de la justice, et là où je suis d'accord avec vous, c'est que au XXIe siècle, la justice, ça va toucher pas seulement le rapport entre les hommes entre eux, mais le rapport entre les hommes et la nature, le rapport entre la terre et l'utilisation qu'on en fait. Et ça va être une justice aussi universelle, ça va être une justice à travers les siècles, comment on dédommage tel pays de l'esclavage, des réparations. Il y a plein de pays où... là, par exemple, vous avez le CRAN qui demande des réparations à certains héritiers de ceux qui ont tiré profit de la traite négrière. Mais ça peut continuer longtemps sur la pollution de tel ou tel pays. Donc, la justice devient universelle. Il y a maintenant des cours de justice universels. On pourrait rêver effectivement de standards mondiaux de nourriture, de standards mondiaux d'une justice à l'échelle des siècles. Alors là, ça devient un gigantesque chantier. Si, c'est un échec de la justice. Mais la société juste, c'est une utopie. Hein, ça, c'est...
Alors, c'est écrit oui et non, parce qu'il y a plein de lois injustes. Il y a plein de lois injustes actuellement. On est en l'état d'urgence actuel, par exemple. Enfermer des maraîchers bio en Dordogne, les assigner à résidence ou faire des perquisitions chez des maraîchers bio, bon, c'est légal aujourd'hui, là, à l'heure où l'on vous parle, c'est injuste, mais c'est légal. Ah non, 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 ben, pas du tout. Mais déjà, la justice n'arrive pas à gérer ses propres prisonniers, ses propres prisons, n'arrive pas du tout à tenir la promesse de 1 détenu par cellule. On n'arrive pas à boucher, à donner des trombones et du papier après le mois de septembre dans beaucoup de tribunaux français. Et à publier des fiches de paye pour 40 000 de ses employés qui étaient rémunérés sans fiche de paye. C'était au mois de septembre. Voilà, donc ouais. L'État lui-même, l'État français, est un employeur très mauvais, de mauvaise foi, qui multiplie dans l'éducation nationale, dans la justice et dans d'autres domaines, qui multiplie les contrats précaires, des contrats mal payés, des intérimaires, qui est de mauvaise foi. Donc malheureusement, ça n'est vraiment pas parfait, effectivement. Vaste sujet, donc, mais on a vu que vous n'étiez pas très optimiste de nature. Dalibor Friou, je rappelle le titre de vos 2 romans qui ont été publiés au Seuil. Brut, donc, qui parle un petit peu d'une époque vers la fin du pétrole, et puis Incident voyageur, publié également au Seuil. Et tous les 2 en poche maintenant. Et tous les 2 en poche. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi. Au revoir.